Auguste, Berwan, Darling, de Montbriand, Philippot, Jean-Philippe, Louis. Est-ce que vous pouvez me confirmer? OK, bah, merci. Alors personnellement, j'ai pas une très bonne connexion. Je suis Pascal Faucon, le responsable du campus. C'est Philippe, Verviers qui est là avec moi, qui va faire, la présentation sur ce sujet. C'est lui l'expert. Mais, avant de démarrer, je vais prendre quelques minutes qui vont permettre, d'attendre tous les retardataires et je vais vous demander pour que Philippe puisse faire une, conférence qui ait du sens et qui soit vraiment interactive avec tout le monde. Donc d'en savoir un petit peu plus, de nous décrire un petit peu plus sur quel type de projet vous travaillez et en particulier, si vous êtes venu sur cette question, de l'acceptabilité, des projets énergie renouvelable, donc le type de projet d'énergie renouvelable sur lequel vous travaillez et à quelle échéance, ce projet, est? Voilà, ces 2 questions. Donc, est-ce que vous pouvez nous indiquer ça dans le chat? Alexandre, Auguste, Aliou, Darling, Philippot, Jean-Philippe, Loïc, Lucas, Marine, voilà, toutes les personnes qui nous ont rejoints, Pauline, Prieul, Paulier. Donc, le type de projet, hein, est-ce que c'est de l'éolien, du photovoltaïque, du méthane et à quelle échéance? Donc, Darline, vous, vous êtes étudiant, OK, vous êtes le bienvenu. Donc, mais je pense que tout le monde n'est pas étudiant, là. Donc, hein, si vous avez choisi de passer du temps là sur cette, conférence, c'est que forcément il y a un enjeu pour vous. Alors, merci, de Pont-Brillant. Donc, nous travaillons sur plusieurs projets actuellement avec une problématique d'acceptabilité des citoyens des projets photovoltaïques et agricoles notamment, donc plutôt l'angle de la communication. Alors merci et à quel horizon sont ces projets? Installation de panneaux solaires en toiture de TPE sur le démarrage de projet, étude d'opportunité. OK, Marine. Alors, Loïc, projet éolien et PV à différents stades. PV, Philippe, toi, tu sais ce que c'est PV? Oui, photovoltaïque, photovoltaïque. D'accord, merci. Alors, Victorine, vous êtes chef de projet éolien, mais donc en construction, enfin, vous êtes positionné comment? Et le type de projet sur lequel vous travaillez, donc vous travaillez sur plusieurs projets, à quelle échéance? Enfin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc Jean-Philippe, accompagnement d'organisations publiques et privées pour une meilleure prise en compte des limites planétaires dans leur plan de moyen long terme, cas particulier d'un territoire, développement de communs dans le domaine de l'énergie, par exemple panneaux solaires, go, no go pour un pilote dans les prochains mois. D'accord. Euh, donc si je comprends bien, vous faites de l'accompagnement sur un projet photovoltaïque, hein. Chouadra, je travaille sur des projets de décarbonation pour l'industrie, en particulier des besoins chaleur. Donc je travaille plutôt sur des sujets biomasse, géothermie. Je m'interroge sur la possibilité de mettre en œuvre des projets éoliens pour des industriels, donc à horizon assez, lointain, si je comprends bien. Alors, les projets de Pont-Brillant sont en cours d'instruction à différents stades avant le permitting, OK.
Loïc, donc chargé de mission acceptabilité et communication à Biomasse Normandie. C'est une structure de la région Normandie pour accompagner, des projets où j'imagine ça nous intéresse d'en savoir plus sur Biomasse Normandie. Bonjour, je suis ingénieur commercial en tant que EPC dans le PV, dans le photovoltaïque, d'accord. Heu, donc, vous vendez des projets d'installation, j'imagine, Juliet? Alors Jean-Philippe me dit exact. Victorine, je suis chargé de développement des projets éoliens du Grand Est, prospection, concertation avec élus et habitants. D'accord, donc vous travaillez pour la région Grand Est, Victorine? Ou, vous êtes dans le Grand Est à travailler pour mettre en place des projets éoliens? Responsable innovation durable chez Capgemini Europe, ce sont des sujets clés pour nous et nos clients. Thibaut. OK. Jusqu'au lancement des études environnementales, ça c'est Victorine. Valérie, consultant accompagne des clients à études en préfaisabilité, faisabilité, surtout on a donc en photovoltaïque agricole. OK. Prieul, chargé d'affaires éolien, acceptabilité d'un projet sur la partie foncière, faire accepter le changement d'un territoire dans les milieux ruraux. D'accord, donc ça c'est un projet en cours, si je comprends bien, un projet éolien en cours, Prieul. Oui, des projets de A à Z clé en main. Juillet, d'accord. Heu, si je comprends bien, c'est une structure de la région Normandie, comme une agence qui travaille sur pour promouvoir des projets biomasse. Victorine, je travaille chez Energy Team. OK. Consultant accompagne les clients en faisabilité. OK. Biomasse est une association technique normande qui accompagne les territoires, plus particulièrement les collectivités, sur des sujets comme le bois, l'énergie, la rénovation, la méthanisation, les déchets. On fonctionne globalement comme un bureau d'études. Merci Victorine, c'est beaucoup plus clair. Auguste, bonjour. Je suis prospecteur de projets éoliens et photovoltaïques. Je trouve des zones et rencontre les municipalités pour débuter les projets. D'accord. Mamadou, tout le monde, moi je fais dans l'énergie solaire photovoltaïque. Et bonjour, je suis un Marocain auditeur énergétique et j'aime bien savoir plus sur l'énergie solaire. Bah, je pense que là déjà, Philippe en sait un peu plus sur son auditoire. Donc si vous venez d'arriver, je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il puisse, commencer, mais nous sommes intéressés pour chacun d'entre vous, au fond, de savoir sur quel type de projet d'énergie renouvelable vous travaillez. Heu, Qu'est-ce que vous faites sur ces projets et à quelle échéance sont ces projets? Voilà et bah, je vais laisser la parole à Philippe. Voilà Philippe. Merci Pascal. Oui, bonjour à toutes et à tous. En effet, oui, un grand merci d'avoir répondu et de nous avoir donné ces informations concernant vos projets, concernant aussi votre activité dans le monde des énergies renouvelables. Parce qu'en effet, c'est plus facile d'appuyer au cours de la présentation sur les points qui vont vous intéresser. Hein. L'objectif, c'est quand même ça, c'est de vous transmettre des retours d'expérience pour que ça puisse vous être utile. Donc, on va démarrer, hein. Je remercie Pascal qui a fait cette introduction nécessaire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de bien évidemment adresser la grande question, le grand sujet de l'acceptabilité des énergies renouvelables. Vous voyez tout de suite sur la première page de ma présentation qu'on s'adresse à tous les types d'énergie renouvelables, hein. Je pense qu'on a oublié
le bois énergie. On accompagne aussi des projets. Bon, j'ai entendu dire, il y a quelques semaines par des associations qu'ils ne considéraient pas le bois énergie comme l'énergie renouvelable, mais on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir faciliter l'installation, l'arrivée de tout projet qui va remplacer les énergies fossiles sur les territoires. Et une des phases importantes de ces projets, c'est au moment où justement on est dans les études de préfaisabilité, dans la prospection foncière. J'ai vu parmi vous qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ces phases avant-projet jusqu'à au permitting, hein. Donc, c'est toute une phase au sein de laquelle on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour faciliter la vie des projets et donc la vie des chefs de projet en même temps. Donc, je renouvelle la proposition de Pascal, hein. N'hésitez pas à continuer à renseigner vos projets sur le chat, bien évidemment en gardant la confidentialité, mais au moins déjà ça me permet d'avoir une bonne typologie de quelles sont les problématiques auxquelles vous avez à faire face. Donc, pourquoi ce webinaire? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en appui à l'accélération de la transition énergétique et d'apporter des solutions à vos priorités, d'où notre insistance à ce que vous puissiez nous mettre sur le chat vos priorités, parce que le sujet du développement des énergies renouvelables est vaste. L'enjeu acceptabilité, en fin de compte, est aussi de plus en plus vaste. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un champ qui est en train de s'ouvrir très, très important. Donc, on a besoin d'être plus précis dans notre approche. Donc, aujourd'hui, je vais faire juste une introduction sur l'acceptabilité des énergies renouvelables. Je pense que, vu le public averti auquel j'ai affaire, je vais peut-être enfoncer certaines portes ouvertes. Et dans un deuxième temps, donc, on travaillera sur ce que j'ai vu du type de projet qui était identifié et ensuite de dire comment on peut venir accompagner ces différents types de projets ou comment vous pouvez vous faire avancer vos projets en termes de respect ou recherche de l'acceptabilité ou recherche de l'adhésion locale ou recherche de l'acceptation locale. Donc, bon, un schéma que tout le monde connaît, hein. Il y a plusieurs scénarios. Moi, j'ai pris celui de la stratégie nationale bas carbone. On voit très clairement qu'on a une obligation, si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, de commencer à réduire de moins 40% nos consommations. Bon, souvent ceci, on oublie de le dire sur le terrain, lors des rencontres avec les parties prenantes. Ce n'est pas forcément un message qui est facile à faire passer, mais qui en tous les cas doit être exprimé, hein, puisque c'est quand même une première chose, hein, puisque souvent on entend le reproche de pourquoi vouloir toujours produire plus, hein, mais c'est pas pour produire plus, c'est produire différemment, et puisque le plus, non, c'est fini, puisqu'on va vers moins 40% d'énergie consommée en 2050. J'allais dire à court terme, bon, c'est pas du court terme, mais c'est pas si loin, c'est pas si loin que ça. Le contexte, c'est donc celui d'une production à installer qui devrait être relativement importante, soit en solaire, éolien terrestre ou éolien en mer. Là, j'ai pris des données de RTE et d'Observer pour faire des projections. Donc, si on prend la colonne du milieu, donc installé par an entre le solaire, ça serait entre 2 et 7,2 gigawatts. L'éolien terrestre entre 0,9 et 2 et l'éolien en mer 0,8 à 2,2. Et on s'aperçoit qu'en 2020 ou 2021, en solaire, on a installé 2 gigawatts. Donc, a priori, pour le solaire au sol, on sera à peu près raccord avec ce qui est attendu sur le côté, sur la fourchette basse, hein, pas forcément sur le haut de la fourchette, plus exactement. Bon, l'éolien terrestre, tout le monde sait que c'est compliqué, donc on est plutôt en retard. Et puis, bien sûr, l'éolien en mer, on est très en retard puisque le démarrage est relativement compliqué. Et c'est vrai que là, pour le coup, l'enjeu acceptabilité a vraiment été au cœur des retards qu'on a observés. Donc, le contexte, c'est le besoin d'accélérer les énergies renouvelables qui sortent et une crispation des parties prenantes. Bon, il y a l'ancien Premier ministre qui avait saisi le CESR, ce Conseil économique, social et environnemental,
pour faire une analyse, un point sur l'acceptabilité des nouvelles infrastructures de transition énergétique. Ils avaient décidé de titrer ça le rapport transition subie ou transition choisie, point d'interrogation. Donc c'est un rapport que je recommande, hein, parce qu'il est vraiment très, très bien fait. Il y a des bonnes vérités dedans. Il y a des choses, vraiment qui éclairent vraiment le sujet. Heu, donc ça, c'est une réalité. Heu, Si on regarde les énergies, les unes après les autres, si on prend le photovoltaïque, donc 85 des Français ont une bonne image du photovoltaïque. Ça, ce sont des enquêtes, faites, au niveau national. Là, c'était IFOP, je crois qu'il y a 2 3 ans. Mais on s'aperçoit dès on descend à l'échelle du territoire, dès qu'on se rapproche, du lieu d'implantation, des centrales, que ça devient tout de suite plus compliqué. Là, j'ai extrait des informations de soit de presse, soit de coupures de presse, soit, d'informations. Donc on voit bien que soit des conseils municipaux vont s'opposer à un projet de centrale photovoltaïque. La société, bien évidemment, on a de plus en plus de manifestations, de contestations, en tous les cas, enfin, manifestations au sens pas d'une manif, mais plutôt de se manifester, vis-à-vis contre un projet photovoltaïque au sol, notamment dans le sud de la France, hein, où il commence à y avoir une densité de centrales très, très importante, notamment dans le sud-est. On a aussi de temps en temps les services de l'État qui se positionnent défavorablement par rapport à un projet. Alors c'est vrai que c'est pas agréable à vivre quand on est le porteur de projet qui se voit, débouté par les services instructeurs. En revanche, c'est d'un autre côté une garantie auprès des populations qu'un projet d'énergie renouvelable, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment contrôlé. Il y a de multiples, contrôles et c'est important de le faire savoir. Ça, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une responsable communication dans un ministère, je ne sais plus lequel, qui m'interrogeait sur, pour la méthanisation, quel était le point important, qu'est-ce que pouvait faire le gouvernement en termes de communication? Et moi, pour moi, il me semble que la première chose à faire, c'est de redonner confiance à tout un chacun et de redonner confiance, bah, l'État doit jouer son rôle plein et entier, c'est-à-dire faire respecter la réglementation. Alors, de temps en temps, je le répète, il peut y avoir des services instructeurs qui sont un petit peu qui pinaillent un peu, mais en tous les cas, c'est vraiment fondamental que les maires, les élus, les populations sachent que, les énergies renouvelables, c'est, des installations qui sont classées, et qui vont être regardées par différents services instructeurs et que tout n'est pas autorisé. Ça, c'est vraiment, très important à véhiculer comme message et il ne faut pas avoir peur de le dire et de le redire. Donc l'acceptabilité, très rapidement, de quoi on parle, hein? Parce que c'est un terme qui est utilisé, alors de plus en plus maintenant dans le langage, courant. La Covid est passée par là, donc c'est vrai que c'est devenu, un mot qui n'est pas, complètement inconnu, du grand public. Mais en tous les cas, il y a toujours un peu de sémantique qui est fait, notamment en France. Donc j'ai utilisé j'utilise régulièrement une notion qui est faite par une sociologue canadienne, parce qu'au Canada, notamment au Québec, l'acceptabilité est quasiment inscrite dans l'obligation, des projets, des grands projets, pour qu'ils soient, autorisés. C'est inscrit sur le site du ministère de l'Environnement. Donc selon, Corinne Gendron, l'acceptabilité fait bien appel à une dynamique sociale qui dépasse les points de vue individuels dans la recherche de l'intérêt collectif autour de valeurs partagées. Alors, les mots qui m'intéressent là-dedans sont dynamique sociale, dépassement des points de vue individuels et recherche de l'intérêt collectif et valeurs partagées. Voilà, donc il y a tous les mots importants sont dans cette définition. Donc le premier dynamique, ce qui veut dire que quand on arrive sur un territoire et qu'on voit qu'il va y avoir quelque chose qui va pas être forcément facile, bah, c'est pas une fin, c'est pas fini, voilà, c'est pas figé, il y a une dynamique, donc on peut encore, s'inscrire dans cette dynamique, et trouver, une rencontre positive avec le territoire. La grande difficulté, bien évidemment, c'est, comment on arrive à dépasser les points de vue individuels, hein. Bon ça, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui et ça, c'est votre quotidien. C'est comment ne pas tomber dans le piège de quelques-uns qui vont être hyperactifs,
hyper présent, sur le territoire et faire croire que toute la population est contre le projet. Donc là, c'est une des grandes difficultés, que les chefs de projet ont à résoudre. La recherche de l'intérêt collectif autour de valeurs partagées, ça aussi, c'est assez touchy. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler, ce référentiel de valeurs. Voilà, c'est avant de moi, j'ajouterais un petit bémol à la définition de Corinne, c'est qu'avant de travailler sur les valeurs partagées, il faut déjà, reconnaître les valeurs individuelles et les valeurs sectorielles, les différences de valeurs, les divergences de valeurs, donc pour pas dire les divergences d'intérêts. À partir de là, une fois qu'on a ça, on peut construire ensemble ce qu'on appelle un référentiel de valeurs et qui va nous permettre, de conduire et d'objectiver le projet. Alors bien évidemment, quand on est sur le terrain, on parle pas comme ça, hein. On va pas dire: «On va construire un référentiel de valeurs», mais c'est quand même la ligne rouge, qu'il faut, enfin, c'est le fil rouge plus exactement, pas la ligne rouge, c'est le fil rouge qu'il faut, bien avoir, présent à l'esprit. Juste, en termes d'acceptabilité, un concept que l'on a créé à l'aide des sociologues, alors pas du Canada cette fois-ci, mais de Toulouse, de l'université du CNRS. On a travaillé donc, 1 an en R&D avec, le soutien de l'ADEME et de la région Occitanie et on a essayé de décortiquer, qu'est-ce que représentait l'acceptabilité d'un projet qui arrivait sur un territoire. Alors bien sûr, un projet d'énergie renouvelable, mais en fin de compte, par extension, on s'aperçoit que tout projet qui va arriver sur un territoire va répondre à ces mêmes règles. Donc, l'acceptabilité d'un projet, c'est quoi? Ben, on s'aperçoit que c'est une fonction, du projet par rapport au territoire. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, on a l'impression d'avoir dit, d'une banalité sans nom, mais en creusant un peu, on a pu, décortiquer le système. Donc déjà, on pose une équation. Alors c'est un peu bizarre de poser une équation dans ce monde qui est quand même très proche des sciences humaines, mais ça permet justement d'objectiver et de faire le pont entre quelque chose qui est souvent de l'ordre de l'affectif, du subjectif, voire ce qu'on appelle l'irrationnel et un monde, de l'entreprise, hein, puisque les développeurs sont quand même avant tout des entreprises et qui, eux, ont besoin d'avoir des repères, des matrices, des indicateurs, hein, de performance pour avancer. Donc il faut, mettre un pont entre ces 2 dimensions pour faire en sorte on ne simplifie pas, la complexité d'un territoire, mais qu'en revanche, on soit capable de rendre compte de cette complexité en des termes, clairs avec, des éléments, si on le peut, quantitatifs ou semi-quantitatifs. Voilà. Donc on a créé ce concept. Le projet, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a montré, que le projet était en termes d'acceptabilité, bien évidemment, en termes d'acceptabilité, devait être considéré en 3 dimensions avec, une dimension, que l'on a appelée contenu, qui va prendre en compte tout ce sur quoi travaillent les chefs de projet, c'est-à-dire tout le contenu, technico-économique, réglementaire, hein, les études de faisabilité, études d'impact, enfin tout ce qu'il faut. Mais on s'aperçoit qu'en termes d'acceptabilité, ça va peser, 1/3, des perceptions, qu'ont va avoir les parties prenantes. Alors quand je dis un tiers, bien évidemment, on n'est pas dans les sens exacts, hein, on est dans un ordre de grandeur. Les 2 autres tiers, ce sont les relations entre le projet, le porteur de projet ou l'écosystème du porte-le-projet, hein. C'est toujours aussi, là encore, assez complexe entre, cet écosystème projet, on va dire et le territoire et il y a aussi, ce que l'on appelle, nous, le portage, qui est pas le portage juridique, mais la façon dont le projet, va être soutenu localement, mais c'est pas le soutien comme on l'entend classiquement, c'est-à-dire, «Je viens défendre votre projet». Parce que ça, c'est un peu le piège aussi. Il y a beaucoup de développeurs qui tombent un peu dans le piège de certains élus qui disent: «Oui, oui, je vais vous soutenir» et puis qui n'ont pas la capacité de soutenir un projet, parce qu'ils ne sont pas forcément, pour un projet, comme, un parc éolien, par exemple, ils n'ont pas forcément la légitimité que devraient leur avoir donné, les électeurs quand ils l'ont élu. Voilà. J'ai entendu ça dans une réunion, publique, éolien il n'y a pas très longtemps, en disant: «Mais monsieur le maire, on vous a pas élu pour que vous installiez des éoliennes, chez nous». Voilà. Donc il y a quand même, c'est pas un portage, au sens soutien, c'est vraiment un portage par, quelle va être la base d'ancrage, je vais le dire comme ça, la base d'ancrage sur le territoire et plus cette base est large, mieux c'est.
Donc alors vos priorités, bah, écoutez, je vous remercie. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens du photovoltaïque, on a des gens de l'éolien, on a des gens de la biomasse, de la méthanisation probablement, oui, de la biométhanisation. Enfin, vous êtes vraiment sur des secteurs, différents. Alors, nous, ce qui nous a vraiment motivés, dans la création de dans ce qui m'a motivé dans la création de cette société il y a 12 ans, après mes quelques décennies au CNRS, c'était de dire: «Comment je peux apporter des processus, des méthodes, des outils qui vont permettre vraiment d'objectiver une problématique, rencontre d'un projet, avec un territoire et que ces process soient suffisamment robustes et génériques pour s'adapter à tout projet et à tout territoire, dans une filière donnée». C'est-à-dire, par exemple, tout projet éolien et tout territoire, mais aussi, toute énergie, confondue. Et ça, c'est, quelque chose, que j'avais appris, dans mes années passées au CNRS, hein. Quand on fait des modèles, on s'aperçoit qu'il y a des contraintes à chacun des modèles, donc il faut, et qu'on ne peut pas répliquer un modèle, d'un site à l'autre si le modèle est trop rigide ou, si le modèle a besoin de beaucoup trop d'informations, que l'on n'a pas. Voilà, donc l'idée, c'était de trouver un système, qui puisse permettre aux développeurs d'avoir, voilà, un process qu'ils vont mettre dans le management de leur projet et qui va leur permettre de s'adapter, d'être agile et de s'adapter quasiment, en temps réel, à la situation qui est générée par le type de projet, qu'il embarque et le territoire, auquel il a affaire. Donc c'est vraiment notre leitmotiv, c'est vraiment de donner aux gens qui pilotent des projets, donc et qui savent piloter des projets, de leur donner des outils, des process, complémentaires pour ne pas être complètement, dépassés par un environnement, extérieur, qui semble être, très disparate, et qui peut être, pas forcément agréable à vivre, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions autour des projets. Alors, 3 étapes, hein, 3 étapes, qui sont, je vais utiliser des mots que tout le monde utilise, hein, notamment dans l'accompagnement des projets ENR, que ça soit en communication, concertation. Enfin, donc voilà, il y a dans l'acceptabilité, il y a beaucoup de métiers, hein. Dans l'acceptabilité, il y a beaucoup de métiers. On a un peu trop ciblé sur la concertation, à mon avis, hein. Il n'y a pas que la concertation dans l'acceptabilité. C'est un mélange entre, bien évidemment, de la communication, bien évidemment de la concertation, mais aussi, et là-dessus j'insisterai beaucoup, à un process que l'on doit mettre en place, et qui va, conduire vers une stratégie, d'acceptabilité. La concertation enfin, est souvent un des outils, mais peut ne pas être l'outil, adapté pour obtenir l'acceptabilité ou en tous les cas, l'appropriation locale d'un projet. Donc on a développé des outils pour, vous permettre à vous, développeurs de projets, déjà de vous rendre compte de comment le territoire va vous regarder. Voilà, donc on a développé un premier algorithme, hein, qui en 10 minutes vous permet d'avoir déjà une, une probabilité de perception, favorable de votre projet. C'est-à-dire que quand c'est rouge, bah, le fait que, vous ayez une perception favorable est plutôt faible et quand c'est vert, le fait que vous ayez une perception favorable de votre projet est plutôt élevé. Donc on est bien sur des probabilités de perception, donc vous comprenez bien qu'on est sur quelque chose, avec ça, on va pas envoyer une fusée sur Mars, hein. On est quand même sur quelque chose de encore assez rugueux, mais qui fonctionne. Qui fonctionne, pourquoi? Parce qu'on a décortiqué avec les sociologues qu'est-ce qui rentrait en compte dans l'acceptabilité d'un projet. Donc il y a ces 3 grandes composantes, hein, contenu, relation, portage. À l'intérieur, on s'est aperçu qu'il y avait des paramètres, des critères qui correspondaient, bien, donc des critères que vous connaissez tous, hein, pertinence, équité, ouverture, responsabilité, ancrage et crédibilité. Mais cet algorithme va permettre de visiter, chacun de ces points, et va permettre de vous dire: «Ouh là, votre projet, bah, vous êtes plutôt sur une probabilité, de perception favorable, relativement faible». Alors, c'est pour ça que là, l'exemple que je vous ai pris, il y a beaucoup d'orange et de rouge, mais c'est une bonne nouvelle en fin de compte, parce que ça veut dire que vous avez identifié là où vous avez des marges de progression. C'est-à-dire, vous avez identifié vos points de vigilance, parce que souvent je rencontre des porteurs de projets qui sont, par exemple, persuadés,
que le projet est complètement pertinent pour le territoire ou que le projet a une grande équité ou qu'ils font preuve d'une grande ouverture. Mais ça, c'est l'image qu'ils ont, d'eux, et de l'entreprise dans laquelle ils sont. Mais c'est pas tout à fait la même chose que d'un regard, extérieur. Alors cet algorithme, il simule un regard, extérieur des projets et ça permet, d'éviter de partir et de faire des erreurs, hein, parce que souvent on s'aperçoit quand même que le plus difficile, ce sont les erreurs qui sont commises en cours de route. Dans un deuxième temps, vous pouvez, donc, avec ça, donc vous avez votre potentiel, d'acceptabilité du projet. On a développé des indicateurs de qualification, de sensibilité des territoires et quand on croise les 2, on obtient une probabilité de risque de contestation, et là encore, ça nous permet bien évidemment de faire un constat, c'est vert, rouge, orange, mais c'est surtout ça nous permet par rétro-analyse, de savoir à l'intérieur du binôme projet-territoire, où sont les éléments qu'il va falloir travailler en particulier. Et tout ça pour vous donner les moyens de mettre en place une stratégie d'acceptabilité. Alors, c'est quoi une stratégie d'acceptabilité? C'est-à-dire, on fait un point, on a un diagnostic prédictif qui met en évidence les points forts du projet. On n'oublie pas les points forts, hein, quand il y a du vert, on faut le dire. Les points de vigilance, qui identifient les leviers d'action au sein du projet et des leviers d'action, par rapport au territoire. Alors, on ne va pas agir sur le territoire, on n'a pas les moyens d'agir sur le territoire, mais en revanche, on sait, heu, on sait quels sont les éléments, qu'il faut travailler, au sein du projet pour essayer de rencontrer le territoire. Donc ce qui veut dire que la stratégie d'acceptabilité, en fin de compte, c'est une stratégie, d'ajustement du projet. C'est une stratégie d'optimisation. Tous les développeurs font de l'optimisation. Ils commencent en préfaisabilité, en faisabilité et ils enlèvent des hypothèses les unes après les autres. Donc nous, ce qu'on voudrait proposer, enfin ce qu'on propose, pardon, excusez-moi, pas un conditionnel, c'est, d'aider les développeurs à ne pas fermer des portes tout de suite. Parce que quand, on fait des choix de dire: «Cette hypothèse, on la laisse tomber parce qu'elle coûte trop cher ou que techniquement ça va être compliqué», et ben, en fin de compte, si on s'aperçoit que quand on va sur le territoire, c'est peut-être la seule possibilité de revenir à cette hypothèse, bah, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher de réouvrir une porte qui a été fermée. Très cher, pourquoi? Bah, parce qu'il y a des bureaux d'études qui ont travaillé, que les responsables dans l'entreprise ne voient pas d'un bon œil le fait qu'on revienne en arrière, que le chef de projet, bah, il est un peu coincé entre le marteau et l'enclume. Enfin voilà, donc ça coûte vraiment très, très cher. Donc l'idée, c'est, d'avoir un regard, un paramètre de plus en fin de compte, quoi. C'est un paramètre de plus, dans les études de faisabilité, pour analyser la situation et voir quelles seraient, les hypothèses, du projet qu'il ne faudrait pas fermer tout de suite. Alors c'est peut-être pas forcément les plus rentables ou les plus productives, mais en tous les cas, c'est peut-être celles qui vont permettre d'obtenir, le la l'adaptation, l'appropriation locale. Et le deuxième effet, hein, parce qu'il y a 2 effets, dans la stratégie d'acceptabilité, c'est que le premier effet, c'est d'accepter soi-même en tant que chef de projet et en tant qu'entreprise qui porte le projet. Donc c'est pour ça qu'on développe, alors à gauche, c'est en fin de compte, c'est des matrices, hein, qu'il y a derrière, hein. On développe ces éléments parce que le chef de projet, il a besoin en interne de parler avec sa hiérarchie ou parler avec les élus, ou parler avec les services de l'État. Donc d'objectiver un peu le contexte dans lequel il est et d'expliquer pourquoi il va prendre telle ou telle décision. Donc là, c'est une objectivation, de la démarche projet par le chef de projet et des décisions de l'entreprise. Hem, donc ça, c'est être prêt à faire évoluer son projet. Donc ça, c'est le premier point. Donc première phase de la stratégie, c'est être prêt à faire évoluer son projet. Et pour être prêt à faire évoluer son projet, beh, il faut savoir dans quel sens il faudrait que vous le fassiez évoluer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces éléments de diagnostic prédictif et ça va vous permettre en interne de vous mettre d'accord, de dire: «OK, là on peut y aller, là on n'ira pas là-dessus» et de savoir là où on n'est pas prêt à aller, c'est très important quand on commence à dialoguer avec un territoire. Et le deuxième point, c'est d'être déchargé de toute la tension quand vous allez dialoguer avec le territoire. Quand je dis dialoguer avec le territoire, c'est tous les acteurs du territoire, hein, des élus, jusqu'aux riverains, en passant par les associations, en passant par les services instructeurs. Donc c'est dialoguer avec tout le monde et c'est beaucoup plus facile de dialoguer
quand c'est très clair de savoir ce que vous pourrez faire évoluer dans votre projet, sans forcément le faire évoluer absolument, hein, mais ce que vous pourriez faire évoluer dans votre projet, et ne pas faire évoluer parce que dans la stratégie de l'entreprise et pas la stratégie d'activité, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est hyper important et ça va décharger, considérablement la pression, qu'il y a dans ces dialogues et la pression qui d'ailleurs est souvent, le début, de quiproquos, hein. Parce que quand on est hyper tendu, sur le fait qu'on a des hypothèses et qu'on veut surtout pas les lâcher parce qu'autrement c'est la fin, du projet, ben, on est obligatoirement en position, d'infériorité. Donc savoir ce que l'on peut faire évoluer et c'est surtout savoir ce que l'on ne peut pas faire, ça c'est très important. Ce qui ne veut pas dire après que dans le dialogue, vous ne soyez pas en capacité d'accepter de regarder des propositions, même si vous savez a priori que vous ne les accepterez pas. Mais en tous les cas, vous pouvez accepter de les regarder et d'expliquer, pourquoi vous ne pourriez pas les retenir. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter, sur cette première phase, hein, enfin sur ces 2 premières phases. Il y a la première phase, c'est donc le pré-diagnostic, prédictif ou diagnostic prédictif. La deuxième phase, c'est la stratégie d'acceptabilité et bien évidemment, la troisième phase, c'est le dialogue avec le territoire, parce que tout ça, c'est fait pour construire une convergence, territoriale et faire en sorte que, c'est ça soit pas vous, développeurs, qui allez à frapper à toutes les portes, mais que ça soit les portes qui s'ouvrent et que les gens viennent vers le projet parce on leur donne la possibilité de, de venir s'intéresser à ce projet. Alors quand je dis venir s'intéresser à ce projet, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être supporters, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est au moins déjà voir ce qui se passe et ne pas, avoir peur, de telle ou telle, crispation, parce qu'ils seront face à un porteur de projet qui ne se sera pas préparé et qui aura trop de rigidité et que les rigidités que l'on a, quoi qu'on fasse, on a beau avoir une facilité d'éloquence ou quoi que ce soit, elle passe tout de suite. Elle passe tout de suite dans quelque dialogue que ce soit et là, c'est compliqué. En revanche, de connaître ces rigidités et de dire: «Ça, on ne peut pas le mettre en débat, mais ça, en revanche, on peut le mettre en débat», c'est autre chose et là, pour le coup, le dialogue est beaucoup plus, est beaucoup plus simple. Voilà. Donc la prochaine phase, c'est-à-dire c'est comment on va construire la convergence territoriale, c'est comment on va aller dialoguer avec les différents, acteurs, notamment les élus, hein, les élus, qui sont les premières en première ligne avec, la difficulté actuellement, qui sont submergés, de demandes, hein. Donc là, il y a un vrai enjeu il y a un vrai enjeu, d'où l'intérêt d'être très préparé, pardon, sur son stratégie d'acceptabilité. Parce que la première action qui découle de la stratégie d'acceptabilité, c'est comment je vais voir le maire, qu'est-ce que je vais lui dire? Voilà. Ou comment je vais voir le président de la Comcom, qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. Les premiers pas sur le territoire sont vraiment, très importants, et il y a toujours la grande question de la démarche foncière, hein, parce que les fonciers, le projet est très loin d'être, acquis, donc ils viennent bien évidemment s'enquête de projet, mais quand ils mettent un pied sur un territoire, eh ben, déjà, ils sont identifiés, ils sont vus, et on parle de l'arrivée d'éoliennes sur un territoire avant même que d'ailleurs qu'il y ait une idée de projet. Voilà, mais ça, c'est la réalité du territoire. Donc ça voudrait dire que la stratégie d'acceptabilité, elle peut être communiquée à l'ensemble de l'écosystème projet, à tous ceux qui vous accompagnent dans un projet et ils sont de plus en plus nombreux et ce qui est normal parce que ce sont des projets, complexes, y compris dans la méthanisation, hein. Méthanisation, c'est pas que l'agriculteur tout seul qui développe son projet, il est entouré de bureaux d'études, il est entouré des conseils de la chambre, il est entouré de toutes, des COMCOM qui montent des services spécifiques pour les énergies renouvelables. Enfin, il est entouré, mais en tous les cas, le plus difficile à faire, c'est, de bien clarifier très vite, savoir ce qui est faisable, ce qui est pas faisable et que tout le monde sache très vite ce qui est faisable et ce qui est pas faisable. Enfin, ce qui est faisable en termes de discussion, pardon, et ce qui n'est pas faisable en termes de discussion. Puisque le plus important et je vais m'arrêter là et après je vais vous écouter, on va continuer le débat qui a été, engagé avec Pascal là. Le plus important, c'est d'avoir un dialogue qui puisse être le même pour tout le monde, du riverain au service instructeur. Alors bien évidemment, il y aura des éléments techniques qui seront beaucoup plus riches, beaucoup plus fournis,
auprès des services instructeurs ou en tous les cas qui seront regardés par les services instructeurs. Mais tous ces éléments techniques détaillés, il faut qu'ils soient mis à disposition aussi du riverain, même si on sait a priori qu'il y a très 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 peu de chances ou de probabilités plus exactement qu'il s'en serve, mais en tous les cas, qu'il a accès à l'information, c'est quelque chose d'important. Mais bon, ça sera un autre chapitre. Aujourd'hui, je m'arrête sur ces phases préliminaires. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu qu'il y avait tout à l'heure des gens qui décrivaient des projets, la séquence des projets, hein, certaines personnes disaient qu'ils allaient aux études environnementales. En fin de compte, on peut intervenir, quel que soit le degré de maturité du projet. Moi, il m'est arrivé d'arriver sur des projets qui étaient complètement bloqués, où on a repris, notre méthodologie. Alors bien évidemment, on l'a fait un peu différemment parce que si le projet est bloqué, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, donc on va pas repartir de la page blanche, bien évidemment, quoi. Mais en tous les cas, une visite différente des informations et ce point crucial qui est de dire, «OK, dans l'écosystème projet, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer? Qu'est-ce qu'on peut pas faire évoluer?» Ça a permis, de débloquer, des situations, qui étaient, a priori, complètement perdues, quoi, et d'avoir du degré de liberté, des degrés de liberté qui permettent justement de construire cette convergence, territoriale puisqu'en fin de compte, que vous le vouliez ou vouliez pas, vous êtes des acteurs du territoire, et vous fabriquez, voilà, vous fabriquez, une partie du territoire. D'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle d'ailleurs qu'on vous en que les développeurs de projets ne sont pas forcément, les bienvenus parce que, entre guillemets, ils viennent, faire une sorte d'ingérence dans le territoire. Bon, moi, je m'arrête de parler. Donc les personnes qui se sont, exprimées, donc Paulet sur TSE Énergie, donc projet PV à tous les stades de développement, hein. N'hésitez pas à reposer des questions, de pour brillant si, vous avez plusieurs projets, a priori avec une problématique d'acceptabilité des citoyens, des projets photovoltaïques agricoles. Alors ça, oui, alors photovoltaïque agricole, c'est un grand, grand, grand sujet là qui est en train d'émerger. Le PV, bah, la problématique, c'est le foncier. Les espaces naturels, c'est compliqué. Bien évidemment, il y a la rengaine, qui est de dire, on n'a qu'à installer tous les toits, toutes les zones, les friches. Alors, vous développeurs, vous savez bien que d'une part, ça suffit pas, puis que d'autre part, c'est pas tout à fait le même métier, que c'est compliqué. Mais en tous les cas, il faut faire avec ce genre de remarques locales. Et puis, alors, dès qu'on touche à l'agriculture, là, ça prend encore une autre tournure parce qu'il y a bien évidemment la compétition euh, inacceptable entre faire de l'énergie à la place de l'agriculture, mais euh, la règle de l'agrivoltaïsme, c'est de la vraie coactivité. Après, il faut le démontrer. Enfin, ouais. Donc ça, c'est un vrai, vrai enjeu. Et j'avoue que je vois sortir de plus en plus de projets en agrivoltaïsme qui rencontrent de plus en plus de difficultés parce que, il y a un durcissement, hein. Il y a un durcissement des territoires puisqu'il y a un déploiement massif des énergies renouvelables et ce sont des énergies qui ont besoin de foncier. Alors, l'éolien un peu moins, mais quand même un peu. La méthanisation, parce qu'il y a, il y a le dépannage, il y a du trafic de camions. Le photovoltaïque, bah, lui, c'est les panneaux qui prennent de la place. Donc, on voit bien qu'on s'adresse à un durcissement des territoires avec le NIMBY qui est pas loin, qui disait, OK, nous, on est bien pour l'énergie renouvelable, mais pas chez nous, mais pas à l'échelle de la maison, pour le coup, là, à l'échelle du territoire. Donc, on est dans quelque chose qui vient de plus en plus dur, d'où l'intérêt de vraiment, avant de se lancer sur le dialogue avec le territoire, de bien être au clair en interne et dans tout son écosystème, hein, parce que tous les gens qui vous accompagnent sont porteurs de messages. Alors, n'hésitez pas, hein, donc, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à vos différents projets qui sont en cours. Alors, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, hein, parce que l'idée, c'est aussi, pour rentrer dans les détails, vous avez un bouton là, prendre rendez-vous, donc n'hésitez pas. On se donne une demi-heure, 30 minutes, ouais, pardon, 30 minutes pour discuter de votre projet particulier où là, bon, bien évidemment, moi, je suis tenu à la confidentialité et avec 30 minutes, on peut déjà débloquer des situations ou identifier des pistes à suivre pour être sûr de ne pas faire d'erreurs si on ne connaît pas complètement l'adéquation
projet de territoire et les premiers pas, sur un territoire sont toujours délicats, donc n'hésitez pas à me solliciter, pour faire une analyse rapide en 30 minutes. On peut déjà avoir pas mal de choses. J'aimerais savoir comment rendre acceptables les sujets financiers, autres que le, foncier. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu votre demande? Parce qu'on est on est bien, on parle toujours des énergies renouvelables, hein, quand même, là. Si vous pouvez me préciser? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, peut-être, c'est en attendant que vous précisiez, c'est que de toute façon, dans une rencontre entre un projet et un territoire, il y a, c'est multidimensionnel, hein. C'est-à-dire que, si je reviens à notre modèle là, c'est qu'on a fait ce modèle pourquoi? Pour dire que justement on va pas, plaquer, d'un projet à un autre des des éléments, des mesures qui ont fonctionné entre un couple projet-territoire. Souvent, j'entends des développeurs qui me disent: «On avait utilisé la même méthode, ça a marché, même projet, ça a marché ce territoire, ça ne marchait pas l'autre». Oui, parce qu'il y a c'est multifactoriel, hein, donc ça veut dire qu'il faut, vraiment, regarder dans toutes les dimensions. Il faut passer au crible tous les critères, voilà, il faut passer au crible tous les critères. Il ne faut pas dire: «Oui, par exemple, le crowdfunding, c'est génial, ça va marcher, ça a marché là, ça» non, ça, on a des projets pour lesquels le crowdfunding n'est pas forcément une bonne idée. Alors dans le sens répartition des avantages financiers, cela crée aussi des oui, oui, bien sûr. Bah, voilà, c'est ce que je oui, oui, tout à fait, c'était ce que j'étais en train de dire, c'est que, par exemple, les avantages financiers, alors que ça soit au niveau des communes, des Comcom ou, du financement participatif, bah, de toute façon, du moment qu'il y en a certains qui vont avoir des avantages et pas d'autres, ben, ce que j'appelle l'écosystème projet va grandir. C'est-à-dire que vous aurez plus de personnes qui portent le projet. Donc on va favoriser la partie immergée de l'iceberg, portage, mais le truc équité, en revanche, il va prendre un coup là, parce que, c'est pas parce qu'il y a quelques personnes, qui vont accepter de participer que ça va faire tache d'huile. Au contraire même, ça ne fait que renforcer, éventuellement la position des irréductibles opposants, qui vont dire, vous voyez bien que c'est avant tout une affaire de gros sous et que ça n'a pas de vrai intérêt. Juste une petite remarque, c'est l'objectif de toutes ces démarches, c'est pas de chercher à convaincre ceux que j'appelle les irréductibles opposants, parce que ça c'est quasiment foutu d'avance, c'est de faire en sorte que les 80 des personnes qui prennent pas position, plutôt à une perception positive de votre projet. C'est ça l'objectif de toute la stratégie d'acceptabilité. J'aimerais savoir quels sont les points à étudier et à mettre en avant par rapport à un PLU contraignant pour projet, solaire éolien. Alors de toute façon, le PLU, alors bon là c'est ce que je verrai la prochaine fois, hein, c'est comment on arrive sur un territoire, c'est comment on vient sur un territoire. Le PLU, c'est la compétence des collectivités. Le PLU, c'est la compétence des collectivités. Donc, bien évidemment, tous les développeurs sont obligés de faire des études de préfaisabilité pour savoir s'ils vont mettre, du temps, pas du temps, des hommes-jours sur, l'analyse d'un territoire. Mais en tous les cas, la première chose à faire, c'est, d'aller vers le territoire et de demander l'autorisation d'ouvrir le dialogue. Alors je sais que la plupart des développeurs veulent des délibérations pour avoir l'autorisation de commencer à étudier. Moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut être plus prudent et demander l'autorisation, d'ouvrir un dialogue entre votre entreprise, votre écosystème projet et la collectivité et de voir avec la collectivité, comment cette collectivité voit ce dialogue. Parce que, voilà, donc c'est pour ça que votre stratégie, il faut qu'elle soit bien robuste avant d'aller voir. Parce que quand je dis ça, bah, je dis qu'en fin de compte, voilà, vous commencez déjà à perdre un petit peu la main sur votre projet puisque vous acceptez de mettre déjà en débat le fait de comment on va dialoguer avec le territoire. Alors ça, c'est une apparence, hein, de perdre la main. Vous ne perdez pas du tout la main, mais c'est ce que je ressens souvent avec les chefs avec les entreprises, c'est que dans un dialogue, tous les chefs de projet et les entreprises ont l'impression de perdre le leadership s'ils acceptent de discuter de telle ou telle chose avec un tel, quoi. Non, si on cadre bien, si on sait où on va, si on a bien mis les indicateurs, de performance au bon endroit, on ne perd pas la main. On perd pas la main. C'est pas parce qu'on dialogue qu'on perd la main.
Alors est-ce que j'ai raté, des questions? Parce que vous avez été nombreux en je rebalaye, hein, le chat là pour voir que j'ai pas oublié, Alors l'idée aussi là, j'ai vu passer là qu'il y avait des entités qui fonctionnaient comme des bureaux d'études. Donc cette approche, que l'on propose, hein, qui est aussi, qui s'adresse aussi aux bureaux d'études. L'idée quand même, c'est de faire en sorte qu'on accélère, hein, et pour accélérer, il faut être nombreux et donc si, nos outils, nos process, peuvent être relayés, par des bureaux d'études, bah, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que déjà, les bureaux d'études, ils connaissent bien les porteurs de projets, donc il y a une confiance qui s'est établie. Et si le bureau d'études, il augmente un peu ses compétences parce qu'il a des outils qu'il peut utiliser, sans forcément, avoir un sociologue, en interne, dans le bureau d'études, ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'aller plus vite, et cette, construction de confiance entre le porteur de projet et le bureau d'études qui existe déjà, parce qu'ils ont travaillé plusieurs fois, elle est importante. Souvent, moi, il m'arrive de travailler avec de nouveaux clients, je m'aperçois quand même qu'il y a une phase et c'est tout à fait normal, hein, il y a une phase de confiance qui doit se construire et tant qu'elle n'est pas construite, cette confiance, bah, entre guillemets, «on perd un peu de temps». Donc si on peut gagner 15 jours, 3 semaines, parce que c'est un bureau d'études qui prend les premières étapes en charge et qui fait la mise, entre guillemets, «sur orbite» de l'acceptabilité du projet, bah, c'est très, très bien, hein. Il faut, plus on sera nombreux à pousser dans ce sens, mieux on sera. Enfin, pour l'instant, moi je fais le parallèle, hein, bien évidemment, c'est des études, ce sont des études obligatoires, mais, dans les études, donc il y a des bureaux d'études qui sont là parce que c'est réglementaire. Mais par exemple, prenons le paysage. Le paysage, il y a une partie réglementaire, il y a une partie qui est pas réglementaire, il y a une partie très subjective. Donc ça veut dire que, autant les porteurs de projets ne se posent pas la question d'avoir des AMO, d'avoir des bureaux d'études, de construction, ou des gens qui vont déposer le dossier, permis de construire ou l'ICPE si c'en est un. Ils se posent un peu plus de questions, par exemple pour le paysage ou la concertation, mais ce sont presque devenus c'est plus des annexes quoi, c'est presque des éléments, qui doivent être intégrés dans le développement des projets. C'est pas parce que c'est obligatoire c'est parce que ce n'est pas réglementaire qu'il ne faut pas l'intégrer, parce que l'acceptabilité, en fin de compte, c'est la réglementation sociale, quoi. C'est pas la réglementation par la loi, c'est la réglementation sociale. Donc c'est une sorte de réglementation. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, ça va beaucoup mieux. Les modalités, d'accès aux outils, bah, il y en a certains comme Start qui est utilisable en ligne, hein. Après il y a une 1re version qui est complètement gratuite et après si pour avoir plus d'éléments, bah, il y a un petit tarif, et souvent les autres outils pour l'instant, nous on les non, c'est pas open source, hein, nous on n'a pas les moyens de faire de l'open source, parce qu'on n'est pas des développeurs et c'est nous qui les mettons en œuvre. Donc il y a une prestation de mise en œuvre des outils, qui permet voilà, de vous faire bénéficier, des outils, hem voilà, ce qui veut dire qu'avec un bureau d'études, par exemple, on peut, à terme donc bah, faire en sorte que la prestation, au fur et à mesure, bah, ça soit plus acceptable. Ça veut dire qu'ils le fassent, mais des gens en interne qui prennent l'habitude de l'outil, qui s'en servent, avec une convention d'utilisation, enfin voilà, tous les dispositifs classiques, peuvent se mettre en place. Alors la présentation, en principe, oui, il y a pardon, un enregistrement qui est fait et je la mets en ligne, sur, notre chaîne YouTube et après, vous devez recevoir le lien. En principe, c'est comme ça que ça se passe, hein, et si vous ne recevez pas, n'hésitez surtout pas, vous m'envoyez un mail et puis, les choses se mettent en place. Voilà. Donc écoutez, il est 53. Je pense qu'on a déjà, bien évoqué. S'il y a encore quelqu'un qui a une dernière question, n'hésitez surtout pas, qu'elle n'hésite pas. Prenez rendez-vous, je vous le conseille, parce que je me suis aperçu, vraiment en 30 minutes, la personne, elle redécouvre son projet, quoi. Elle redécouvre son projet parce qu'on a un regard différent, parce qu'on voilà, on a de l'expérience et ça permet, de repartir, une petite question, hop et on repart, du bon pied, quoi. Voilà. Ou enfin, du bon pied ou avec un peu plus
de soulagement. Merci Thibaut pour ces remerciements. Eh bien, écoutez, on va se quitter. On va se souhaiter à toutes et à tous un très bon après-midi et puis au plaisir d'échanger avec vous directement ou sur un autre webinaire. Bonne fin de journée. Au revoir.